Bonjour, je suis Germain-Henri S. et chers étudiants, je serai aujourd'hui votre professeur afin de vous guider dans un laboratoire que vous avez fait en lien avec la loi de Hess que j'ai découverte. Le but de votre laboratoire était donc de prouver la loi de Hess à l'aide de vos 2 périodes en classe. Avant de débuter toute chose, vous vous demandez sûrement ce qu'est la loi de Hess. Pour vous aider, je vais émettre une hypothèse concernant les résultats de votre laboratoire. Vous avez réalisé 3 expériences, donc 3 réactions chimiques. 2 de ces réactions chimiques sont les phénomènes partiels de la 3e réaction. L'hypothèse est donc la suivante. La somme des chaleurs molaires de réaction des phénomènes partiels, donc les réactions 1 et 2, est égale à la chaleur molaire de réaction du phénomène global, donc la réaction 3. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il me tient à cœur de vous parler un peu de moi. Je suis né à Genève en 1802. Étudiant d'abord en médecine, je me redirige vers la chimie grâce à mon collègue Jöns Jacob Berzelius, savant suédois qui m'a convaincu de suivre ce chemin. Je me consacre à mes travaux de chimie principalement à partir de 1830 et je deviens professeur à l'Institut technologique de Saint-Pétersbourg. Bien que je fasse plusieurs recherches sur l'oxydation des sucres par exemple, mon domaine favori est la thermochimie, ce qui me mène à la découverte de la loi pour laquelle je suis le plus célèbre, la loi de Hess, que je publie en 1840. La loi de Hess est importante puisqu'elle établit une base essentielle à la compréhension de tout mécanisme de réaction. Elle nous fait comprendre qu'additionner les chaleurs molaires de réaction des phénomènes partiels nous donne la chaleur molaire de réaction du phénomène global. Si vous vous demandez à quoi peut bien servir la loi de Hess aujourd'hui, il me fera plaisir de vous donner 2 exemples. Cela peut être très utile, par exemple, lorsque des chimistes comme moi veulent connaître la chaleur molaire d'une réaction qui est explosive, par exemple, et que les scientifiques ne peuvent pas réaliser en laboratoire. En réalisant les réactions partielles en laboratoire, qui ne sont pas explosives, les scientifiques peuvent trouver leur chaleur molaire respective et ensuite les additionner pour trouver la chaleur molaire de la réaction globale. En d'autres mots, c'est une loi qui facilite la vie des chimistes. Un autre exemple est si des chimistes veulent connaître la chaleur molaire d'une réaction qui se déroule trop rapidement, puisque, selon le même principe énoncé tout à l'heure, les chimistes ont de la difficulté à trouver la chaleur molaire de la réaction globale de façon directe, sans trouver les chaleurs molaires des phénomènes partiels. Chers élèves, je vous laisse maintenant nous expliquer comment vous avez procédé pour réaliser ce laboratoire. Bonjour alors, nous avions eu à faire un laboratoire de calorimétrie qui nous permet de mesurer les échanges d'énergie thermique pour trouver la variation d'enthalpie de réaction chimique. La première réaction que nous avons eu à faire en 3 essais est la dissolution et la dissociation du NaOH solide, afin de déterminer sa chaleur molaire de dissolution et de dissociation. Nous devons donc mesurer un certain volume d'eau avec un cylindre réduit et une certaine masse de NaOH solide à l'aide d'une balance. Ensuite, il faut prendre la température initiale de l'eau versée dans le calorimètre, qui est ici notre bol de styromousse. Pendant que nous ajoutons l'eau grâce à la plaque agitatrice et au barreau magnétique, nous versons ensuite la masse de NaOH solide dans l'eau et nous renfermons rapidement le couvercle du bol de styromousse pour éviter de trop grandes pertes de chaleur. Pour finir, il ne faut que prendre la température finale de la solution et bien sûr la noter. Cela nous permet de constater qu'une augmentation de la température est causée par la dissolution et la dissociation du NaOH solide, et donc que la réaction est exothermique. La deuxième réaction est la neutralisation seulement du HL aqueux par du NaOH aqueux en un essai. Le but est de trouver la chaleur molaire de neutralisation du HL aqueux par du NaOH aqueux. Pour ce faire, il faut peser une certaine masse exacte de NaOH solide, 6 grammes dans notre cas, et la verser dans un ballon jaugé qui devra contenir un volume précis de solution aqueuse, soit 50 ml. Ensuite,
il faut laisser la solution reposer pour qu'elle se refroidisse et se retrouve à température ambiante. Par la suite, nous sommes prêts à prendre la température initiale de solution de NaOH aqueux à l'aide de la sonde température. Après, il faut procéder à la dilution de la solution mère de HCl initialement à 3 mol par litre en prélevant un certain volume de solution non diluée et en y rajoutant un certain volume d'eau distillée, ce qui nous donne environ 150 ml de HCl aqueux dilué à 1 mol par litre. Il est ensuite temps de verser la solution de HCl dans le bol de styromousse et de prendre sa température initiale toujours avec la sonde température. Pendant que cette solution se fait agiter grâce à la plaque agitatrice, on y ajoute la solution de NaOH aqueux et nous fermons rapidement le couvercle du bol de styromousse. Finalement, on note la température finale la plus élevée affichée sur la sonde. Encore une fois, nous observons une augmentation de température, donc notre réaction est exothermique. La troisième réaction est une combinaison d'une dissolution et dissociation et d'une neutralisation. Et nous avons pour but de trouver la chaleur molaire de neutralisation du HCl aqueux par du NaOH solide grâce à deux essais identiques. Nous devons d'abord peser une masse précise de NaOH solide, 12 g dans notre cas, à l'aide de la balance, et diluer la solution mère de HCl encore à 3 mol par litre initialement. Pour diluer, donc diminuer sa concentration, nous devons prélever un certain volume de la solution de HCl non diluée et y ajouter un certain volume d'eau, ce qui nous donne 200 ml de solution de HCl aqueux à 1,5 mol par litre. Pendant que nous ajoutons la solution de HCl aqueux dans le bol de styromousse grâce à la plaque agitatrice, nous pouvons prendre sa température initiale avec la sonde. Il est ensuite temps de verser nos 12 g de NaOH solide dans la solution de HCl aqueux et rapidement refermer le couvercle pour prendre la température finale de la solution. Ici, l'augmentation de température est encore plus importante puisque nous avons la combinaison des deux réactions précédentes. En conclusion, pour pouvoir répondre l'énoncé de l'hypothèse étant que la chaleur molaire des réactions 1 et 2 s'additionne pour donner la chaleur molaire de la réaction 3, nous allons résumer les résultats de l'expérience. Pour la réaction 1, les chaleurs molaires de la dissolution et dissociation du NaOH solide que nous avons obtenues sont les suivantes. Moins 42,63 kJ par mol, moins 43,58 kJ par mol et moins 40,93 kJ par mol, ce qui nous donne en moyenne moins 42,38 kJ par mol. Les valeurs que nous avons obtenues sont assez semblables, ce qui nous donne un indice que nos manipulations sont réussies. Pour la réaction 2, la chaleur molaire de neutralisation du HCl aqueux par du NaOH aqueux que nous avons obtenu est moins 52,79 kJ par mol. Pour la réaction 3, les chaleurs molaires de neutralisation du HCl aqueux par du NaOH solide que nous avons obtenues sont moins 98,33 kJ par mol et moins 98,60 kJ par mol, pour avoir en moyenne moins 98,47 kJ par mol. Les valeurs que nous avons obtenues sont encore une fois assez semblables, ce qui nous donne un indice que nos manipulations sont réussies. Des améliorations possibles à apporter à l'expérience pour obtenir des résultats plus précis sont les suivantes. Nous pouvons utiliser un calorimètre avec une meilleure isolation afin de diminuer les pertes de chaleur, par exemple un calorimètre automatique qui pourrait aussi prendre la température initiale et finale des solutions automatiquement. Nous pouvons aussi utiliser une balance et des cylindres gradués nous permettant de trouver des masses et des volumes plus précis, donc des instruments qui offrent une meilleure précision. Finalement, nous pouvons aussi faire plus d'un essai pour la réaction 2, ce faisant avec un ballon jaugé pour avoir plusieurs chaleurs molaires et ainsi pouvoir mieux juger la validité de nos résultats. Pour terminer, j'aimerais dire que l'hypothèse est bien confirmée puisque si on additionne les chaleurs molaires moyennes des réactions 1 et 2, donc moins 42,38 kJ par mol et moins 52,79 kJ par mol, nous obtenons moins 95,17 kJ par mol, ce qui correspond environ à la chaleur molaire obtenue pour la réaction 3, qui est en moyenne de moins 98,47 kJ par mol.
Nous pouvons donc assurer que la somme des chaleurs molaires de réaction des phénomènes partiels, donc les réactions 1 et 2, est égale à la chaleur molaire de réaction du phénomène global, donc la réaction 3. Voilà, professeur Hess, est-ce que j'ai bien réussi le laboratoire? Oui, bien joué, cher élève. C'est un succès.